Du coup, aujourd'hui, on va parler de la douleur de la prise de conscience, de pourquoi on souffre de la vérité, de la lumière. C'est le premier sujet qu'on va aborder. Mon mug, je l'ai acheté à Lidl. C'est pas cher, c'est moins de 10 euros. Ça fait des vortex, c'est bien, vraiment. À la base, c'est un shaker de protéines. Je vous remontre pour le kiff. Donc, c'est un mug. Quand on appuie sur un bouton, ça fait un vortex à l'intérieur. Je sais même pas quelle marque c'est. Je reprends donc. Donc, on va parler aujourd'hui de ça. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est la douleur de la prise de conscience et de pourquoi on souffre des prises de conscience, pourquoi on souffre de la vérité quand on l'atteint. Euh, donc pour commencer, notre nature égoïste à chacune, elle est, notre nature, elle est égoïste à chacun. Oh là, pardon, excusez-moi. Notre nature à chacun est égoïste et animale. Donc la nature, elle nous a créés en premier pour sa propre survie, c'est-à-dire pour se survivre à elle-même. Donc elle se sert de nous-mêmes pour se procréer. On peut voir que la nature, elle se fiche bien qu'on soit en couple ou pas, pour qu'on fasse des enfants et pour continuer à se faire vivre elle-même. Donc cette nature, elle demande pas qu'on se rende compte de quoi que ce soit à la base. Elle peut nous laisser inconsciente. Euh, Elle se soucie uniquement de notre nature égoïste. Elle se soucie uniquement de ce qu'on mange, ce qu'on boit, notre famille, notre environnement, notre travail, enfin le confort. Et, euh, et notre ego, comme il a conscience de la mort, il se focalise sur cette recherche de plaisir. Il justifie en permanence le fait de vouloir tout le temps prendre du plaisir parce qu'il est conscient de sa mort et de sa futilité. Avant, les anciens Grecs, je crois que c'était les épicuriens qui disaient mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ouais, c'est vrai que l'ego en lui-même, juste pour sa propre survie, il n'a pas beaucoup de choses de plus à envier que manger et boire parce que demain il disparaît. Ça fait que il rentre dans un cercle, notre ego, c'est-à-dire notre image de nous-mêmes, on rentre dans un cercle un peu pernicieux où on se sert d'excuses de cette vérité, du fait qu'on va mourir pour en fait s'autodétruire en se vautrant dans le plaisir et dans l'esquivation, je sais pas comment dire, le, le fait d'éviter l'échec. Ce qui est pas du tout, ce qui est contraire à notre évolution intérieure, qui elle est perçue aussi par l'ego comme pouvant être éternelle. Mais il y a là un choix de l'ego qui est de s'auto-mentir, de s'auto-mettre dans un mensonge pour, euh, pour justement rester dans le plaisir et, euh, la consommation, en fait, le fait d'essayer de se remplir sans arrêt et de se considérer que soi-même. Toujours penser à son plaisir, ça évite de se mettre devant des vraies questions. Mais c'est une forme d'autodestruction, c'est une des premières formes d'autodestruction, mais c'est pas très flagrant en premier. Au fond de nous, il y a cette pensée qui existe d'éternité. On a quelque chose à l'intérieur de nous qui sent qu'on peut être éternel. Enfin, on voit qu'on peut dépasser par la force de notre esprit le concept du temps et de l'espace. On peut s'imaginer en dehors du temps et de l'espace. Ça fait que le concept d'éternité, il nous parle. D'ailleurs, c'est facile à vendre. Le concept d'immortalité de l'âme, il a toujours été vendu dans toutes les sociétés, par différentes religions, différents charlatans. On peut même voir aujourd'hui que des gens très sérieux, des ingénieurs de chez Google, qui essayent de mettre au point le fait de télécharger des parties de son cerveau dans un ordinateur pour essayer de prolonger la survie. C'est un truc qui est très naturel chez l'humain et qui rentre aussi dans le domaine de l'ego. L'évolution, elle reconnaît de la valeur à l'échec. Elle reconnaît que la sortie de notre zone de confort, la sortie de cette recherche de plaisir, le fait de se vider à l'intérieur, c'est quelque chose de positif. L'évolution, elle le sait, ça. Ça veut dire la conscience de l'évolution à travers nous, le fait qu'on traverse le champ de l'évolution, ça nous donne cette information. Je vous rappelle, si vous avez une question, si les choses que je dis, elles sont un peu difficiles, n'hésitez pas à me couper pour poser des questions, je lis en même temps, d'accord. Donc, contrairement à... Donc l'évolution, elle se permet ça, contrairement à l'ego qui, lui, il veut rester dans le plaisir, quitte à jamais évoluer. L'ego, lui, il tient et il mord à chaque fois, à chaque étape, il veut pas lâcher son plaisir. Et si on le force pas à évoluer, si on le pique pas, il peut rester dans un état absolument stupide, balourd, basique et stupide. L'ego, il se fixe sur les expériences passées et il invente mille peurs pour, pour fractionner la réalité en excuses
et en se disant que non, je vais pas me dépasser, je vais pas avancer parce que qu'est-ce que j'ai à gagner, parce que de toute façon je vais mourir, n'est-ce pas? Parce que de toute façon il y a mille excuses, on s'auto-raconte des excuses, on s'auto-ment toujours plus pour justifier l'égoïsme et se diriger finalement vers la mort. Parce que en fait, c'est comme si on se met à vivre uniquement pour mourir. Mais vivre pour mourir, c'est mourir. Le mot péché, dans la religion, faire un péché, c'est manquer le but. Donc manquer le but de la vie qui est de vivre. Donc c'est-à-dire si je choisis de mourir, je manque le but de la vie. D'ailleurs, dans la Bible aussi, c'est marqué que l'être humain, à force de péché, meurt. Donc c'est de ça qu'il meurt. C'est le fait de manquer le but. À force de manquer le but, il meurt, par habitude presque, que notre ego a d'autodestruction. Après ça se discute, hein, c'est un autre sujet. Mais donc on est dans un chemin d'auto-mensonge ou de vérité qui est très laborieux. Parce que c'est difficile de se dire, de pouvoir se dire à soi-même qu'on se ment et qu'on est dans une mauvaise direction. La distinction entre la réalité et du mensonge, elle n'est pas aussi facile à faire. Elle est même très difficile à faire. Parce que si c'est des petits mensonges, on ne les voit pas. Si je prends soin de moi-même et que je me rends pas compte de mon autodestruction en prenant soin de moi-même, je peux ne jamais voir en fait que peut-être que je suis très 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 égoïste. Il faut que le mensonge devienne assez gros pour qu'on puisse commencer à l'observer et en prendre conscience. Et quand on prend conscience de notre mensonge, il se crée un point de liaison entre la vérité et le mensonge, qui va être la vérité dans le mensonge. C'est-à-dire j'arrive à me dire à moi-même, ah je me mens. Et là c'est la première étape de la vérité, c'est le premier bon point, c'est le premier pas où je peux faire naître à l'intérieur de moi quelque chose de nouveau. C'est-à-dire si je me mens, que je me rends compte que je me mens, je peux faire naître à l'intérieur de moi un désir, un nouveau désir que je pourrais appeler, que je pourrais qualifier d'une prière. Donc une prière qui a un manque. Donc ce manque-là, il va à ce moment-là déterminer la nouvelle recherche que je vais avoir. Ça veut dire que je vais commencer à ouvrir mes yeux pour chercher des nouvelles forces autour de moi, pour me sortir de ça. Les forces, elles sont autour de nous. Et je vous rappelle que le désir, il conditionne notre vision. Donc quand on veut quelque chose, on a tendance à le voir partout. Et ça nous conditionne la vision dans l'illusion. C'est-à-dire que si j'ai un nouveau désir, je vais voir de nouvelles choses. Je vous rappelle souvent, je prends l'exemple d'une rue où deux personnes marchent et chacun ont des désirs différents. Un, il aime bien la boxe, l'autre, il aime bien la danse. Donc celui qui aime bien la boxe, il voit les salles de boxe. Celui qui aime bien la danse, il voit les salles de danse. Donc dès que je peux avoir un nouveau désir, ça ouvre la porte à de nouvelles forces, puisqu'elles sont autour de nous. Toutes ces forces-là sont autour de nous. Ce qui nous empêche de percevoir ces forces, c'est juste le désir. Et le désir égoïste, c'est ce qui nous réduit le maximum la possibilité, le champ d'action pour saisir les forces qu'on a autour de nous. Quand on désire se sortir de son mensonge et de son plaisir, on porte notre regard en dehors de notre zone de confort et on arrive à se connecter du coup à une source de force qui est supérieure que la simple base de survie naturelle dans laquelle on est conçu et créé, dans laquelle on évolue et qui elle nous permet pas spécialement en fait si on travaille pas dessus, elle nous permet pas spécialement de faire autre chose que juste traverser la vie sans vraiment avoir un sens et puis d'y mourir. Alors, on peut utiliser à ce moment-là cette souffrance, parce que c'est une souffrance qui se révèle, c'est-à-dire que je ne suis pas parfait, ah tiens, il faut que je fasse du travail, il faut que je fasse des efforts, et cette souffrance, elle va nous permettre d'évoluer. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment on utilise la douleur pour grandir intérieurement et se corriger? Et on va revoir ça après, parce que la question, elle se pose à ce moment-là. J'avais une autre question qui est aussi en rapport, c'était pourquoi on arrive au stade de s'auto-détruire, même en étant conscient, même en étant conscient, on n'arrive pas à s'arrêter. Donc comme j'ai dit plus haut, l'ego, il a pour lui-même que le plaisir et le désir de recevoir pour tenter de le combler. Donc je redis, l'ego pour lui-même, il a que ce désir-là de... Alors attends, comment tu fais pour élargir ce champ de vision? C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est qu'il faut arriver à faire naître à l'intérieur de soi un nouveau désir. Pour faire naître à l'intérieur de soi un nouveau désir, il faut un manque. Un désir, c'est un manque. Donc un manque, il faut réaliser que je manque de quelque chose. Si je crois que tout va bien dans ma situation, je vais difficilement manquer de quelque chose. Il faut que j'arrive à m'auto-analyser, à avoir une capacité d'introspection suffisante pour concevoir que je manque de quelque chose. Par exemple, si je suis beaucoup dans l'égoïsme et que je vois que je m'auto-détruis, si j'arrive à en prendre conscience, je vais dire qu'il me manque quelque chose. Et là, à ce moment-là, dès qu'il me manque quelque chose, mon œil va commencer à s'ouvrir, à accepter de voir des nouvelles choses. À savoir qu'il va falloir que je travaille dessus. C'est pas je me le dis une fois et puis je me dis bon c'est bon, ça va passer. Non, ça va pas passer. Ça va pas passer du tout. Il va falloir que je fouille dedans
et que j'arrive à avancer à l'intérieur et que à l'intérieur de ça, je puisse ouvrir ce nouveau désir qui lui va me faire voir de nouvelles forces. C'est un processus qui met pas forcément longtemps en fait, parce que c'est une étape, c'est des étapes. Les étapes peuvent aller très vite comme elles peuvent être très longues, mais plus le désir est fort et plus ça va vite. Et, euh, et dans ce cas-là, il n'y a pas de fatigue qui tienne, hein. Je ne sais pas si la maison est en train de brûler, vous pouvez remarquer que ben, on reste pas dans la maison, ça ne demande pas un grand effort de sortir de la maison. Ben, c'est pareil. Les étapes, pour qu'on puisse les avancer, pour qu'on puisse se dépasser, pour qu'on puisse sortir de cette maison en feu, il suffit que le désir soit ardent. Et quand le désir devient ardent, alors là, ouais, ça va vite. Un désir ardent, comment faire un désir ardent? Eh ben, on l'entretient avec la pensée. Si tous les jours j'essaie de me rappeler que je veux comprendre le sens de ma vie, que je veux sortir de mon ego, que je veux sortir de cette autodestruction, la situation va devenir pénible. Et de cette pénibilité, ça va me donner des forces. Et je vais absorber des forces, même si au début je ne le vois pas, je vais absorber des forces qui vont me permettre de sortir. Donc, euh, donc j'en reviens pour qu'on arrive au stade de l'autodestruction. Donc je disais, la nature de notre ego, elle est mortelle, elle est limitée. C'est un ventre, l'ego c'est un ventre qui s'abîme en se remplissant. C'est-à-dire quand j'ai joui, je dors. Quand j'ai joui de la nourriture ou de quoi que ce soit, c'est le plaisir, il annule le désir. Ça fait que c'est en soi-même le remplissage du désir par le plaisir, c'est pas une bonne chose, c'est l'accès à la mort. Et c'est là où on parle de manquer le but de la vie qui est de vivre. C'est-à-dire que si je me tue sans arrêt, ben, je ne vis pas en fait. C'est là que j'arrive à mourir. Notre première nature, c'est comme un lent suicide égoïste. Et j'ai écrit, et toute surconsommation est une lente descente vers la mort. C'est-à-dire que ouais, si on, tout ce qu'on va rechercher avidement comme ça, l'appât du gain, et tout ça, les choses qu'on essaie de manger sans arrêt, bah, ça nous fait juste couler petit à petit, doucement, vers l'extinction finalement de notre désir de vivre. C'est-à-dire que je vais remplir, et ça va pas s'arrêter. Parce que c'est pas comme si je pouvais remplir le désir de plaisir et que le désir s'arrête. Non, le désir il va mourir un petit peu et on dit qu'il va se réincarner, il va se réveiller un peu plus méchant, un peu plus gros, un peu plus grand. Et ça peut être une escalade sans fin, d'arriver à un désir de recevoir égoïste qui est trop gros pour moi. Et il y a des sages comme ça qui disent on meurt avec même pas la moitié de ce qu'on voulait faire. On n'a même pas réussi la moitié de ce qu'on voulait faire. On veut tellement plus, toujours plus, c'est dans notre nature, je vais revenir un peu après, qu'on peut arriver à en mourir de cette nature, d'arriver de toujours vouloir plus. Ça peut nous faire descendre jusqu'au, bah, comme on peut dire, jusqu'aux enfers. Donc, quand on se rend compte d'ailleurs de ça, bah, c'est limite pire parce que c'est encore plus désagréable et et on peut pas, enfin, c'est très difficile de changer de cette nature, de concevoir qu'on puisse changer cette nature qui est égoïste et on peut arriver rapidement à une situation de désespoir. À savoir que ce désespoir-là, il va accélérer le processus en fait. C'est que le désir, il va devenir ardent, et il y a une souffrance qui va se réveiller à l'intérieur de nous, et cette souffrance va devenir quelque chose qui va me piquer, me forcer à bouger, me forcer à me mouvoir, et à partir de là, je vais pouvoir accélérer mon processus d'évolution, parce que ma situation est devenue agréable. C'est pour ça qu'on dit que la souffrance, elle est utile. La souffrance volontaire est utile, parce que si elle est involontaire et que je prends juste des coups dans la figure et que je m'en rends jamais compte, ça peut durer indéfiniment. Mais si je vais volontairement dans cette prise de conscience, dans cette mise face à moi-même, alors là, ouais, la prise de conscience, le désespoir, la douleur, la souffrance, elle va me permettre de dépasser ma situation. La, la recherche la recherche du sens de la vie, quand elle n'est pas comblée, c'est la pire des maladies. Parce que c'est la chose qui peut nous laisser complètement en chaos, en fait. Mais si elle est comblée, si la question elle trouve sa réponse, bah, c'est le meilleur des remèdes. C'est ce qui va arriver à nous faire ressentir le goût de la vie à l'intérieur de nous. Sinon, ben, on peut arriver à ressentir la dépression, la fuite dans l'ivresse, l'autodestruction de façon infinie et toujours couler, toujours tomber, toujours descendre. Et on peut ne jamais se relever d'une descente. Les choses ne sont pas déterminées, ça faut bien le comprendre. Les choses ne sont pas déterminées par elles-mêmes. Les habitudes, elles nous conditionnent, mais les choses, elles ne sont pas déterminées. Ça veut dire que si un jour j'ai une réaction de faiblesse, ça ne veut pas dire que toute ma vie j'aurai des réactions de faiblesse, non. Mais si j'accumule plusieurs situations où je réagis par la faiblesse, alors après l'habitude, elle va me faciliter cette réaction. Mais les choses ne sont pas déterminées dans le sens où bah, je pourrais toujours changer. Il y a toujours un moment où je peux prendre conscience des choses, sortir de la situation de faiblesse et me mettre à faire quelque chose de différent et créer une nouvelle habitude. C'est important de se rendre compte de ça.
que les choses ne sont pas déterminées par elles-mêmes. Qu'on soit adulte ou adolescent, quand on est adolescent, c'est très difficile, parce qu'on est plein de sortes de grandes pensées, de préjugés et tout. Je me souviens, moi, quand on était plus jeune, on se disait rapidement, ah, si t'es comme ça une fois, tu seras comme ça toujours. Ah ouais, ben, ça peut faire déprimer quelqu'un, et c'est pas vrai. Faire une chose une fois, ça veut pas dire qu'on va le faire de façon déterminée tout le temps. Sinon, ça veut dire que potentiellement, il y a des gens qui pourraient jamais sortir de cette dépression, de cette ivresse, de cette autodestruction. Donc, quand on utilise l'ivresse et l'autodestruction, c'est l'égoïsme qui se referme petit à petit sur nous-mêmes comme un piège. C'est-à-dire qu'il commence à nous faire sentir sa propre limite qui est l'autodestruction, c'est-à-dire on va commencer à en mourir. C'est un suicide, un lent suicide. Il y a des gens qui boivent de l'alcool comme ça régulièrement, qui fument tout le temps, enfin qui s'auto-empoisonnent beaucoup trop et qui en fait sont en train de se tuer petit à petit et à petite dose. Alors que si on se met dans un bon environnement, c'est-à-dire qu'à partir de là, on se rend compte de ça, alors il faut entretenir notre désir, on a un nouveau désir, c'est-à-dire je veux sortir de là, je me rends compte de l'autodestruction, je me rends compte de tout ça, je me rends compte que je peux pas vraiment en sortir, que de moi-même, en fait, mon ego, il prend toute cette place-là, il utilise toutes les forces qu'il a à l'intérieur de lui et il me contrôle, c'est-à-dire l'ego est le maître à l'intérieur de nous et l'esprit est esclave. Alors pour sortir de ça, pour arriver à se battre contre ça, alors c'est là où on va essayer de travailler correctement dans un bon environnement, c'est-à-dire créer un environnement. Choisir ce que l'environnement doit nous apporter. Quel désir l'environnement doit nourrir à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on doit retirer de l'environnement? Quelle force l'environnement doit nous apporter? L'environnement, c'est tout, hein, c'est le travail, les amis, l'endroit où on vit et tout ça. Alors on peut pas tout choisir, mais quand même on peut choisir une grande partie. Ne serait-ce que les amis, les gens avec qui on reste, les relations qu'on entretient, ça on peut le choisir. On peut pas choisir sa famille, je suis d'accord. Et il y a des fois, l'environnement nécessite de sortir de sa famille. Il y a des familles qui sont totalement, comment ça s'appelle, destructrices, et on a besoin de sortir de ça. On a cette chance-là, enfin Dieu nous a fait avec cette chance-là, de pouvoir se créer un environnement, de pouvoir se créer, vous savez, la religion elle était formée comme ça, il y a la mosquée, l'église, la synagogue, où il y a un environnement à l'intérieur des autres personnes, des personnes qui sont censées nous apporter cette sensation de société, comme nous les êtres humains, on est une bête de groupe, on réagit en groupe, on a été beaucoup plus longtemps en clan qu'en appartement comme maintenant. Donc on a cette nature profondément ancrée en nous d'être influencé par le groupe. S'il y a 10 personnes qui nous disent que voler c'est bien, si si notre environnement c'est 10 personnes, on pense que voler c'est mal, et que ces 10 personnes nous répètent sans arrêt que voler c'est bien, on va finir par le croire. Parce qu'aux yeux de chacun ce sera bien, et qu'en fait on sera trop faible, nous tout seuls, contre 10 personnes. C'est énorme, l'influence de l'environnement elle est énorme. Oui bien sûr, on peut être têtu, il y a toujours des situations où, c'est vrai, mais en général, sociologiquement, non. Quand on est en groupe, petit à petit, on est dominé par le groupe. C'est pour ça qu'il y a l'exemple aussi du fruit pourri et du bon fruit. Là, si tu mets un bon fruit dans des fruits pourris, bah, il va pas guérir les autres fruits. Hein. C'est les fruits pourris qui vont gagner. Ah, c'est vrai qu'on peut y discuter parce que dans l'autre sens, si on met un fruit pourri dans les bons fruits, ben, il aura tendance à pourrir un petit peu les autres. Mais ça, c'est pas vrai. Je sais pas si vous avez déjà regardé. Quand vous prenez, je sais pas, une mandarine et vous la mettez dans un tas de mandarines qui sont pourries, ben, en fait, la mandarine pourrie, elle va pourrir de plus en plus. Et tant qu'il y aura une mandarine pourrie, un fruit pourri, les autres ils vont pas pourrir en fait. C'est le fruit pourri qui va ramasser toute la pourriture. Et si on l'enlève, il y a un autre fruit qui va pourrir en premier et et faites l'expérience. Moi j'ai été étonné de voir que ça marche même avec les fruits. Donc comme je disais, donc notre égoïsme il peut se refermer, il se referme sur nous avec la sensation de cette autodestruction et le travail dans un environnement, un long travail de persévérance. On peut arriver donc par l'environnement à quelque chose d'inverse à l'autodestruction, donc d'inverse au désir de recevoir permanent, quelque chose d'inverse à l'égoïsme qui va être qu'on va appeler le don. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous encourage tous à la regarder. Je pense que c'est très important d'arriver à bien cerner ce que c'est le don, les différentes phases de don qu'on traverse. Pour les citer rapidement, peut-être, je ne sais pas si tout le monde les a vus, mais pour les citer rapidement, la première phase de don, c'est juste recevoir. On se rend pas compte qu'on fait que recevoir. Ensuite, on essaie de recevoir, on essaie de donner pour recevoir. On veut toujours recevoir, mais on essaie de donner pour recevoir. Après, on se rend compte que c'est pas vraiment la bonne intention, donc on veut donner pour donner. Mais il y a un décalage. Ah, dites-moi dites-moi les autres s'il y a un décalage. Il y a un décalage entre mes paroles et ce que vous entendez.
Est-ce qu'il n'y a que Gaïa qui voit le décalage ou est-ce que vous voyez tous un décalage? Dites-moi si vous voyez les autres un décalage, d'accord. Donc je viens sur la quatrième phase de don qui est d'arriver à donc troisième phase qui est donner pour donner mais on peut pas, c'est-à-dire qu'on doit recevoir quelque chose pour le donner. Et la dernière phase, non le son est ok pour moi. Ah Gaïa, ça doit venir de chez toi. Monsieur Johan, pour moi c'est ok. Non Gaïa, ça doit venir de chez toi le décalage. Faut checker ta connexion. Et donc la dernière phase de don qui va être je reçois tout en fait pour pouvoir donner, c'est je me transforme en canal pour pouvoir donner. Donc arriver à la situation de don, ça demande un grand travail à l'intérieur de l'environnement, c'est-à-dire commencer à comprendre qu'il y a les autres et commencer à prendre soin des autres, à commencer à accepter de prendre soin de soi-même, mais dans le sens de je dois prendre soin de moi parce que je dois donner aux autres. Ça veut dire que je me dois un minimum de respect de moi-même et d'amour de moi-même pour pouvoir participer à une société dans laquelle je vais faire vivre mes enfants, où je vais vivre moi-même et où il y aura les enfants de mes enfants, où il y aura mes amis. Donc, si je rentre dans un environnement correct, je vais arriver au bout d'un moment à ce changement, à cette question qui va me permettre d'accepter de m'aimer de façon légitime, car je vais comprendre comment je peux prendre ma place dans cette société, comment je dois m'occuper de moi pour prendre ma place dans cette société. Et là, avec la force de l'environnement, je vais pouvoir sortir de cette autodestruction, je vais pouvoir sortir de cet ego vicieux qui lui veut que me tirer tout le temps vers le bas et qui veut tout le temps me descendre. Le, 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 le simple but de prendre soin de soi-même, ça amène une rigidité et une mort spirituelle. Parce que si ça paraît pas tout de suite comme ça pernicieux, parce que ça c'est pas énorme, c'est pas un gros mensonge qu'on se fait. Mais à force de se dire ça, attendez, j'ai un truc avec une question là. Qu'est-ce que c'est? Non, pas pour moi. Ah non, vous pouvez m'envoyer des trucs des messages. D'accord. Non, le son il est bon en fait pour tout le monde. Je vois que Gaïa a changé de côté, c'est bon. Donc si on accepte donc de rentrer dans un nouvel environnement, on peut arriver à changer donc notre façon de faire et à prendre notre place avec le groupe et la société. Donc je disais ouais, donc si l'ego de l'autre côté, on continue à vivre dedans, il nous amène à une rigidité et une mort spirituelle. On peut voir, pareil dans la Bible, j'aime bien citer la Bible parce que c'est un livre incroyable auquel font référence toutes les religions. Jésus il a dit qui veut sauver son âme la perdra. La première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il raconte? Comment celui qui veut sauver son âme la perdra? Ben si, en fait, celui qui pense qu'à lui, qui veut juste se mettre dans une situation de confort, qui veut juste s'occuper de sa propre personnalité, qui veut s'occuper de lui absolument, il va juste rater complètement le sens de sa vie et il va rentrer dans une autodestruction qui au début n'est pas flagrante. Au début, c'est pas facile. Au début, on se dit, non, c'est bon, juste je m'occupe de moi et je veux juste être une bonne personne. Et je vais pas m'occuper du don et pas m'occuper des autres. Je vais m'occuper juste de moi et tout ira bien. Mais en fait, c'est pas possible. C'est que l'ego, il va pas nous laisser faire ça. Il va augmenter à chaque fois. À chaque fois qu'on va le remplir, prendre un plaisir. Je sais pas, on achète une nouvelle voiture. Combien de temps on est content quand on a une nouvelle voiture? Ça dure 5 minutes. Hein. On rentre dedans, on conduit un peu et puis d'un coup, ça c'est parti. Hein. C'est comme quand on mange. Une fois qu'on a fini de manger, bah, une fois que l'estomac est plein, on n'a plus faim, même si le plat est excellent. On ne peut pas manger autre mesure. On n'a pas cet accès à l'infini par notre ego. L'accès à l'infini, on l'a grâce au désir des autres, grâce au contact avec les autres. C'est pour ça qu'il faut choisir des autres qui ont des désirs qui sont, euh, qui sont évolutifs pour nous et qui aient idéalement les mêmes objectifs. C'est mieux d'être secoué, pardon, excusez-moi. C'est mieux d'être secoué par la prise de conscience de l'autodestruction. C'est-à-dire que c'est mieux d'aller loin, d'être un peu extrême et de se rendre compte qu'on s'autodétruit, ce qui va nous permettre de changer, ce qui va nous mettre une frappe, ce qui va nous mettre un réveil, ça va nous permettre de changer, ça va nous pousser à chercher une solution pour changer, plutôt que de l'illusion qu'on prend correctement soin de soi-même et qu'en fait on est en train de se limiter, on limite notre connexion et on découvre pas notre vraie nature ni notre vraie force. L'autodestruction, faut comprendre, ça peut être une phase de développement pour certains. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de spécialement nocif. C'est une phase pour pouvoir se rendre compte de là où on est. Je cible la personne qui m'a parlé de ça parce que c'est une question qu'on m'a posée. Donc c'est pas forcément quelque chose à fuir. C'est quelque chose dont on doit prendre conscience. C'est le mal qui se révèle. Quand on cherche le bien, il y a toujours le mal qui se révèle. C'est obligé. Faut pas chercher le mal, ça sert à rien de chercher le mal, mais en cherchant le bien, on va toujours avoir ça, on va toujours avoir les mauvais côtés qui se révèlent. Quand on cherche l'union avec l'environnement,
on va trouver toutes les raisons de se désunir. Et c'est ça qu'on doit dépasser. C'est comme si on dit, si je cherche Dieu, je vais trouver le diable. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça qu'il faut dépasser. C'est cette force-là qu'il faut dépasser. Et c'est ça être un humain. C'est de comprendre qu'on travaille avec deux forces en même temps. Que je travaille avec la force du don, une force divine, et la force de la réception. Et que ces deux choses existent à l'intérieur de moi en même temps, et qu'il n'y a rien à fuir. C'est juste des étapes. Comme il y a deux jambes pour marcher, alors il y a deux étapes pour avancer. Le fait de rencontrer la haine et d'aller chercher l'amour. Le fait de rencontrer l'égoïsme et de chercher l'altruisme. Le fait de rencontrer tout ça, toutes ces limitations pour essayer de monter au-dessus des limitations. On peut parler aussi de foi et de raison. Donc je vais rentrer dans la foi de pouvoir faire quelque chose, je vais y aller un peu les yeux fermés. Dès que je vais le réussir, ma raison va se l'accaparer, elle va comprendre, j'ai réussi à faire ça. Et après, pour me dépasser encore, j'aurais besoin de me rendre compte que mon ego il a repris le dessus, il faut que je rentre encore dans la foi. Et c'est comme ça qu'on va évaluer qu'on a des degrés spirituels qu'on dépasse, qu'il y a une mesure sur ce quoi on avance. Où j'en suis. C'est très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Là, je vais embrayer sur la communication hommes-femmes. Donc là, c'était la partie sur la souffrance. Est-ce que vous comprenez un petit peu l'utilité de la souffrance? À quoi ça sert? Comment on arrive dedans? Pourquoi ce désir ne finit jamais? C'est tout à fait naturel. Et pourquoi c'est pas sain de prendre soin que de soi-même? Parce qu'en fait, il y a jamais de fin à ça. On peut jamais être satisfait du soin qu'on apporte qu'à soi. C'est des morts et on meurt, on revit, on meurt, on revit, on meurt, on revit sans arrêt à l'infini. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail-là correctement, ça continue. Et tout me porte, moi, à croire que ça s'arrête pas avec la mort du corps. Parce que le désir, c'est pas quelque chose qu'on peut palper. Même si le corps, on le palpe, c'est quand même le désir qui l'active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si notre corps, il s'arrête, cette chemise, on l'enlève, est-ce que le désir, lui, s'arrête? Non, il y a de fortes chances que ça recommence et qu'on continue avec un autre corps, ou avec d'autres corps, d'ailleurs, puisqu'on est de plus en plus sur Terre. Mais c'est un autre sujet, mais je vous laisse y réfléchir quand même. C'est une bonne chose de penser à ces choses-là. Donc il n'y a pas spécialement de questions sur cette partie. Ça doit être clair alors, j'espère. Bon, alors je vais parler un peu maintenant de la communication à mes femmes. Alors la question, ce qu'on m'a demandé, c'est quelles sont les clés pour que la communication soit plus efficace. Alors vu que je vais dire des choses qui ne sont pas en accord avec l'air du temps, je tiens à préciser que ma démarche, c'est je fais de la généralisation sociologique, d'accord? Je vais dire des généralités. Écoutez-moi jusqu'à la fin avant de crier au scandale. Je ne sais pas qui c'est qui va m'écouter ou pas, mais je tiens quand même à préciser. Donc, on a des différences entre hommes et femmes. À une heure où on parle de transhumanisme, c'est dur de dire ça. Parce qu'on veut que tout le monde soit pareil, que tout le monde soit totalement égaux, de la même couleur. Enfin, c'est un peu bizarre. On veut qu'on soit tous comme du béton bien plat et bien lisse. Mais c'est pas comme ça qu'on a été fait. Donc on a des différences de nature biologique, physiologique et psychologique. Une chose toute bête, déjà la femme, par rapport à l'homme, elle tombe enceinte. Et c'est quelque chose d'énorme parce que chaque mois, elle a ses règles qui lui font se rappeler son corps physiologiquement. Il a une mémoire qui lui dit que elle peut tomber enceinte. Mais ça change beaucoup de choses à l'intérieur d'elle parce que elle peut avoir un sentiment sur la sécurité, sur la conscience de toi et conscience de soi-même et la sécurité que l'homme lui l'a pas. Elle a une capacité à la conservation, à la préservation, mais aussi du coup à l'immobilité, au fait de rester au même endroit. Enfin, tout ça, c'est du potentiel, d'accord? C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Ça peut être différent et des femmes qui sont pas comme ça, etc., etc. Oui, mais on part déjà de la base de ce que c'est que l'attribut féminin de base à l'intérieur d'une femme. Qu'est-ce que c'est qui fait une grande différence avec l'homme? C'est cette conscience-là qui est diamétralement opposée à celle de l'homme. Le fait qu'une femme puisse enceinter, ça lui donne un accès, une compréhension de la vie que nous, l'homme, on n'a pas du tout, qui nous échappe complètement. Donc je répète, elle a un accès à la conservation, à la sécurité, à la stabilisation, à la conscience de soi, que l'homme, lui, n'a pas. Donc on va dire que cette perception de la femme, on va appeler ça un fluide magnétique. Donc magnétique parce que ça fige les choses, ça les attrape, ça les bloque, ça les conserve. Vous voyez, donc un fluide, j'aime pas dire négatif, parce qu'après on va dire, mais il y a de plus et il y a moins. Non, il n'y a rien de plus et de moins, mais on va dire fluide magnétique. Donc la femme, elle va avoir un attribut qui va être plus magnétique. D'accord? Donc elle va être la partie minus, négative. Et l'homme, du coup, la partie plus. Donc pas plus dans le sens s'il est positif, il est mieux. Non, non, non. C'est juste que sa force à l'homme, elle est opposée. L'homme, c'est l'inverse. Pas mieux, hein, et c'est l'inverse. Ça veut dire qu'il a une force de nature électrique. Donc, un instinct de découverte,
d'exploration, de construction, de mouvement. Il va avoir ça à l'intérieur de lui parce qu'il n'a pas la conscience, lui, de faire un enfant. C'est-à-dire qu'il a pas, il se dit pas dans sa vie, ah, je vais arrêter de bouger pour une bonne raison. Non, il a toujours envie de bouger comme un enfant. L'homme reste enfant beaucoup plus longtemps que la femme. Parce qu'il a ça à l'intérieur de lui. Il veut toujours bouger sans arrêt, toujours tout découvrir, etc. Alors bien sûr, je rappelle que c'est du potentiel. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des hommes qui ont beaucoup d'attributs féminins et qui sont pas comme ça. Et des femmes qui ont beaucoup d'attributs masculins et qui sont à l'inverse. Donc c'est une généralité relative, d'accord? Mais déjà, les attributs de base, donc 80% des gens, des humains qui sont sur cette terre, malgré les différentes civilisations qu'il y a eu, parce que oui, il y a eu des civilisations qui ont été complètement dirigées par les femmes, où les explorations ont été faites par des femmes. Mais si vous regardez, si je me rappelle des cours d'anthropologie que j'avais, les civilisations matriarcales, elles tiennent moins longtemps que les civilisations patriarcales, parce que justement, elles ne peuvent pas explorer pour se répandre. Il faut comprendre que si on supprime une partie des deux, si on supprime l'homme ou on supprime la femme, ben en fait, on ne peut pas avancer. On a besoin absolument, l'un a besoin de l'autre, comme la paix et la vérité. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre et que ça marche longtemps. La vérité va tout détruire et la paix, on va pas avancer. Ben pareil, si on n'a que des hommes, on va tout détruire, on va toujours tout avancer tout le temps et toujours tout remettre en question et toujours tout détruire. Ça fait qu'on ne pourra pas se conserver. Quand on va être blessé, on va mourir. Alors que de l'autre côté, la femme, l'attribut féminin, il va garder les choses tellement en place qu'en fait, on peut pas avancer, on peut pas évoluer, on n'avance pas et du coup, ben, on pourrit là dans ce qu'on est. Donc, il y a besoin d'une combinaison entre les deux. Et tant qu'on n'a pas cette conscience, en fait, c'est très difficile de créer la communication. C'est difficile parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, du coup, quand on communique l'homme et la femme. L'homme, il a besoin beaucoup plus d'être, entre guillemets, félicité et encouragé pour pouvoir continuer à dépenser cette force-là, alors que la femme va avoir besoin d'être mise en sécurité. Et je pense que tout le monde va dire, que tout le monde sera d'accord avec moi, que les femmes ont beaucoup plus besoin de sécurité que les hommes, et que souvent nous les hommes, quand elles nous cassent les oreilles, c'est parce qu'elles nous demandent de les mettre en sécurité d'une façon qui pour nous, on sait pas, pour nous c'est un mensonge. Dire à une femme que oui tout ira bien, t'es en sécurité, demain il n'y aura pas de problème, bah, c'est pas vrai, on ne peut pas dire ça. On ne sait pas ce que sera demain, on ne sait jamais. Alors, on peut dire qu'on pourra faire le mieux qu'on peut, on peut expliquer. C'est là où ça demande aussi l'intelligence de la part de la femme de comprendre qu'elle a un désir de sécurité qui est extrêmement, qui est super violent. Qu'un homme, c'est très difficile à un homme de pouvoir faire face à ça. L'homme, il est comme un petit garçon qui, lui, veut toujours dire qu'on lui dise ah bravo, c'est bien ce que tu as fait, vas-y, continue. Et c'est ça hein, le propre de l'homme. Un homme qui demande d'être tout le temps sécurisé, il a un problème. D'ailleurs, on en vient à ça. Donc l'homme, il a une tendance à l'imprudence, à l'immaturité, à l'absence de prise de responsabilité. Et, euh, et il a tendance, et la femme aussi, à prendre son conjoint pour son parent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent pas vraiment avancer dans un couple parce qu'ils croient trop que leur femme, c'est leur mère. Et ça marche pas comme ça. Une femme, elle n'est pas censée nous mettre nous en sécurité. C'est nous les hommes qui sommes censés créer de la sécurité pour la femme. D'une façon relative, peut-être pas autant que ce qu'elle attend, mais au moins que la femme puisse comprendre que l'effort qu'il fait dans sa démarche, c'est de ça qu'elle a besoin. Et que l'homme aussi comprenne de l'autre côté que la mise en sécurité, souvent l'homme fait semblant d'être protecteur tout terrain au départ. Bah ouais, parce que c'est séducteur. Quand un homme, il a l'air grosses épaules, puissant, il protège tout le monde et tout machin. On appelle ça un mâle alpha. Donc un mâle alpha, je rappelle, c'est pas le plus fort ou le plus... hein. Non, le mâle alpha, c'est celui qui protège le plus de gens. Celui qui pense à... C'est comme ça dans la nature, hein. Le loup alpha ou l'ours alpha, donc les animaux alpha, c'est ceux qui arrivent à prendre soin de tout le groupe, qui protègent tout le groupe, qui vont aller se battre pour tout le groupe. Et c'est pareil chez les humains. Quand un être humain il protège d'autres humains, c'est un alpha. Et du coup, il a plus de force, parce que justement, il a un désir différent, donc il a accès à des forces différentes, donc il gagne des forces différentes, sa testostérone, elle augmente parce qu'il prend des responsabilités, parce qu'il a conscience de devoir protéger les autres, donc ça devient un alpha. Donc l'homme, il a cette tendance à vouloir faire croire qu'il est un alpha, et la femme à être séduite par ce côté alpha chez l'homme. Si c'était plus clair dans la tête à tout le monde, franchement, ça irait mieux. Les hommes, ils se dirigeraient pour pouvoir être plus, entre guillemets, alpha. Alors je rappelle encore, tout ceci c'est du potentiel, parce qu'on a les deux forces à l'intérieur de nous. Je voudrais vraiment qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit et que j'ai pas des problèmes après en me disant que je suis macho ou je sais pas quoi, ou que je crée des clivages. Non. Donc ça c'est du potentiel. On a chacun une partie masculine et féminine et je pense qu'on doit chacun développer nos deux parties. À savoir que la communication avec l'autre, c'est aussi la communication avec soi. Je dois comprendre ma partie féminine et ma partie masculine. À savoir que si je suis un homme, j'aurai forcément
une partie masculine un peu plus forte, et si je suis une femme, j'aurai une partie féminine un peu plus forte. Ce constat, si on arrive à s'en rendre compte, ça va nous donner une attitude dans la vie qui est différente. C'est-à-dire qu'on va pas se disputer se disputer pour les mêmes façons. On va pas ah salut Alex, ça va bien. On va pas se mettre les deux dans les mêmes situations. Si on comprend la différence fondamentale entre l'homme et la femme, on peut voir que ah ouais, donc forcément on va avoir des moments où on se comprend pas trop et c'est pas comment dire, l'important c'est de comprendre les codes en fait. C'est-à-dire d'arriver à voir que la personne ne fait pas comme nous, mais parce qu'elle n'est pas comme nous. C'est-à-dire, c'est pas, je peux pas me mettre vraiment à sa place. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui fuient l'amour quand elles le rencontrent, en se disant, oh là là, c'est dangereux pour moi, je vais éviter ça. Alors que l'homme, on fait plutôt l'inverse. Oh là là, on se dit, ah, c'est cool, bah, je vais sauter dedans. C'est deux codes différents. Si on comprend pas ça, on peut peut-être des fois rater à chaque fois, rater le coche à chaque fois. Alors que potentiellement, l'amour, c'est quelque chose qu'on doit. Enfin, l'homme, il doit y aller tranquille et la femme, elle doit s'y mettre un peu. Il faut accepter certains risques pour pouvoir vivre quelque chose de grandiose. Et quand on a un homme, il ne faut pas prendre n'importe quel risque parce que sinon, on arrive à n'importe quoi et on peut se perdre là-dedans. Donc, je vous rappelle, l'homme, il a besoin d'encouragement. L'attribut masculin, c'est l'attribut qui a besoin d'encouragement parce qu'il a besoin de découvrir, c'est un attribut électrique. Et la femme de sécurité, parce que c'est un attribut magnétique. Elle a besoin de pouvoir se sécuriser parce qu'il y a cette histoire elle a conscience qu'elle doit prendre soin d'un autre corps qui est celui de l'enfant. Donc la nature, elle l'a faite comme ça, où elle sait, à l'intérieur d'elle, elle ressent qu'il faut un toit, à manger, du chauffage et tout, parce que la survie dépend de ça. Alors que l'homme, lui, si on lui montre pas, il peut vivre sur un tatami avec deux trois bouquins toute sa vie ou dans un arbre. Et j'essaie d'imaginer comment ça devait être quand il y a eu Adam et Ève. Vous imaginez, au début, il y avait que Adam. Et on dit qu'on lui a fait Ève parce qu'il s'ennuyait. Donc dans la Bible, il est marqué ça. Mais j'imagine, donc Adam sans Ève, qu'est-ce que ça devait être? Il devait peut-être pas spécialement se laver, il devait pas avoir construit sa maison. Enfin, ça devait être juste un grand gamin. C'est Ève qui a dû lui mettre les idées en place et lui dire, oh Adam, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, fais-nous une baraque, là, ça va pas, je vais avoir un enfant. Il faut... Enfin, l'humanité, elle s'est construite sur les attributs masculins et féminins. C'est une image quand je dis ça, hein, parce que je pense qu'Adam et Ève, c'est des images. Mais c'est comme une histoire symbolique. Peut-être qu'elle est arrivée, mais en tout cas, c'est une histoire symbolique. Mais l'humanité, elle s'est construite en tout cas sur ces deux attributs qui se sont confrontés et qui se sont mis d'accord pour pouvoir exister et pour pouvoir créer ça, justement, l'électromagnétisme humain. Le fait que dans la nature, il y a toujours un plus et un moins pour faire un enfant. D'ailleurs, je pense qu'on devrait un peu plus y faire attention quand on se demande si deux plus devrait avoir un enfant. Ben moi, je sais pas, j'irai pas contre la nature. Moi, si on me demandait si on doit dépasser, il faut qu'on entre guillemets qu'on puisse faire face à la nature, mais je pense pas qu'on doive aller contre. Quelque chose que ne nous permet pas la nature, je sais pas si on devrait le faire. C'est pas certain que ce soit une très bonne idée. Et je pense qu'à long terme, les expériences de, de civilisation qu'il y a eu, elles nous montrent que la nature, elle reprend très souvent ses droits et qu'elle a très souvent raison. Donc l'important du coup, c'est de chercher l'union et l'équilibre, d'accepter la différence, parce que c'est cette différence qui nous équilibre. Rechercher l'union toujours entre nous, c'est ça qui va faire qu'on va accepter la différence et qu'on va arriver sur la différence, qu'on va arriver sur l'équilibre. Pour que deux personnes, comment faire comprendre à un homme ce besoin de sécurité simplement? Franchement, il faut de la réflexion. Il faut que l'homme il comprenne qu'il doit se mettre à la place, qu'il cherche l'union. Voilà. Si l'homme il a dans le but de créer un couple, c'est-à-dire de créer l'union, il doit se poser des questions quand ça va pas. Quand ça va pas, il doit se demander mais qu'est-ce qui fait que ça va pas? Et s'il se demande qu'est-ce qui fait que ça va pas, là il va accepter certaines informations qui sont nous sommes différents. Et en tant que femme, on peut expliquer à un homme bah moi je suis pas comme toi, mon corps il enfante, il a beaucoup plus peur de choses que toi dans ta tête. Ça fait que moi j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de ressentir la sécurité. Si je la ressens pas, je peux pas être tranquille. À savoir que aussi la femme doit se dire qu'il faut pas abuser, c'est-à-dire qu'il y a des sécurités qu'on peut pas donner. Des fois il faut savoir accepter, faire confiance à l'homme. Il a l'air un peu fou, mais bon ça marche pour lui dans sa vie, alors faut des fois accepter de le suivre. Après, il faut bien choisir la personne, et il faut regarder. C'est pour ça que je parle, il y a 2-3 lives, je disais, il faut être ami d'abord avec quelqu'un avant de pouvoir se mettre avec. Déjà, comprendre quelqu'un, comment il se comporte, avec son environnement, avec ses proches, avec sa famille, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, est-ce que ça marche, est-ce qu'il a l'air validé par la vie, ou alors est-ce que c'est une dérive ambulante. Pouvoir choisir son conjoint, c'est d'abord choisir son ami, c'est
très important comme choisir son environnement. Parce que choisir son conjoint, c'est lui qui va prendre soin de nos enfants, puis qui va prendre soin de nous après avec le temps et tout ça. Euh, Parce que je rappelle encore qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui sont comme des adolescents qui croient que leur compagnon, c'est leurs parents. Donc ça, c'est un problème, par exemple. Quand on voit que quelqu'un il a des rapports amoureux immatures au point de pousser, de porter la parentalité sur son conjoint, ça, c'est un problème. C'est rentrer dans un problème. C'est quasiment sûr qu'il va y avoir un échec de l'autre côté et que la personne ne voudra pas spécialement réfléchir parce qu'elle n'a pas encore fait l'étape de sortir de son cocon familial. Il y a des étapes qui font qu'on arrive à pouvoir être responsable et c'est l'homme en premier qui doit sortir du cocon. C'est lui l'énergie électrique dans un couple, comment dire, pas normal, mais dans un couple classique, voilà, dans un couple classique, l'homme a cette force électrique et va d'abord lui créer une situation. On dit voilà, l'homme il va trouver un travail, trouver une maison et après il va trouver une femme. Une fois qu'il aura recréé une situation, recréer un cocon, recréer une situation de sécurité où la femme pourra, elle dira ouais d'accord, je peux partir de chez mes parents pour vivre avec cet homme-là et devenir moi-même parente. Pas changer de parent. C'est pas je passe de mon père à mon homme et maintenant c'est lui qui prend soin de moi et qui va me faire me développer. Non, il faut que la femme, elle, de son côté, elle fasse tout aussi pour se développer et qu'elle entretienne sa partie masculine de sorte à se dépasser quand même elle-même, à se dépasser dans son sentiment, à dépasser son sentiment de sécurité et sa zone de confort, de montrer à un homme qu'elle aussi elle est courageuse. Peut-être pas autant que l'homme, des fois plus, hein. Franchement, moi je vois beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont plus courageuses que les hommes, mais bon, c'est un autre problème, c'est le fait qu'on est tellement mal éduqués que maintenant les hommes c'est devenu une catastrophe. Et honnêtement, c'est beaucoup de mauvais hommes qui font faire des choses à des mauvaises femmes. C'est beaucoup il y a beaucoup de mauvais hommes qui font, qu'il y a des femmes qui veulent leur plaire et qui en arrivent à faire des choses terribles et tout ce qu'on voit à la télé et tout, enfin, on vit une époque qui est catastrophique à ce niveau-là. Mais comme je disais tout à l'heure, on est en plein transhumanisme. Euh, on est en plein mélange des choses et tout, c'est pas l'époque qui veut ça. C'est une déchéance qui va amener, heureusement, le chaos amène un ordre. Mais bon, là, on a une époque charnière qui est très chaos. Euh, donc, ce que je disais tout à l'heure, donc l'équivalence fait les amoureux. Si la femme, elle donne autant d'efforts dans un domaine que l'homme dans un autre domaine, alors ils sont en équivalence. Même s'ils font pas le même effort. Mais ils sont en équivalence parce qu'ils donnent autant. Et ils peuvent être amoureux, parce qu'ils vont s'apporter l'un à l'autre. Sinon, ils se vampirisent. Sinon, s'il y en a qu'un seul qui fait l'effort et qui est tout le temps porté par l'autre et qui tout le temps qui le suit, une femme soumise à 100%, c'est un vampire. Parce qu'elle va toujours attendre du coup que l'homme fasse ci, que l'homme fasse ça, et ça va toujours être sur le poids sur le dos de l'homme. L'homme au début, il va croire qu'il aime bien, mais au final, en fait, il va se retrouver seul et il va avoir tendance à regarder ailleurs. Parce qu'il va voir qu'en fait, que sa femme le vampirise. Alors que la femme, elle doit avoir cette notion de responsabilité. J'aime bien, je me rappelle, c'est dans le film 300, où on voit que le roi il partage tout avec sa femme et tout, puis il y a je sais plus les messagers qui viennent et puis ils disent ah mais ta femme elle nous parle et il dit oui à Sparte les femmes aussi elles partagent le pouvoir avec nous parce que c'est des vraies femmes, on est des vrais hommes, un truc comme ça. Et c'est une bonne image, c'est-à-dire que la femme elle doit pas être effacée derrière un homme, elle doit avoir une partie masculine qui est déjà avancée, et à savoir que elle son combat ça va être la partie féminine, mais pas oublier qu'elle a une partie masculine, pas oublier qu'elle avance, qu'elle a aussi cette électricité à l'intérieur d'elle qui fait qu'elle peut se dépasser, qu'elle peut sortir de la zone de confort, qu'elle n'est pas toujours obligée d'attendre la sécurité et être au crochet de l'homme. Parce que c'est facile de critiquer l'autre, mais si l'autre est critiquable, alors nous aussi. Donc il faudrait bien penser, vu qu'on est responsable, comme j'aime bien dire, de là où on met les mains et les pieds, il faut penser à s'autocritiquer, surtout dans la difficulté, surtout quand on a des soucis dans un couple, etc. Pensez bien à vous faire votre propre critique en premier avant de critiquer l'autre. Qu'est-ce que je fais moi de mes parties masculines et féminines, avec tout ce que je peux avoir comme réflexion, tout ce que je peux avoir comme entre guillemets intelligence. Est-ce que je donne l'exemple? Parce que des fois l'autre il est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Bah faut donner l'exemple. C'est à force de donner l'exemple qu'il y a des situations. Et l'exemple silencieux, parce que l'exemple qui la ramène, c'est quoi? C'est vouloir des médailles. Donc vouloir des médailles, ça amène pas grand-chose. Ça amène un ego qui est toujours de plus en plus grand. Donc, mais un exemple qui est, par exemple, rentrer dans l'attribut du don, c'est très électrique. Parce que c'est une insécurité. Mais cet attribut du don, de rentrer dans le don comme ça, là, la femme peut le faire. Parce que la femme, elle en a en plus super conscience vu qu'elle enfante. C'est-à-dire qu'elle comprend bien de quoi on lui parle. Même si ça peut paraître un peu plus difficile aux abords, en fait, la femme, elle a une capacité supérieure. Quand elle y arrive mieux. Et du coup,
son influence quand elle le fait, elle est beaucoup plus grande. L'homme, il peut être complètement sidéré par les capacités qu'a une femme. Moi, c'est arrivé plusieurs fois que je vois dans ma vie des situations où je vois des femmes qui sont mais vraiment beaucoup plus fortes que les hommes. Surtout quand elles se connectent en groupe, elles ont plus de mal à se connecter en groupe. Il leur faut plus d'intérêt. Mais par contre, quand elles le font, elles peuvent faire des choses que les hommes ne savent pas faire. On peut voir, hein, je sais pas, les gens qui sont un petit peu connaissent un peu le bled et tout ça, les associations de femmes, comment elles se mettent quand elles sont entre elles. Elles ont une grande capacité de tenue sur les hommes et pas que sur les hommes, sur la société. Je sais, je me rappelle au Maroc, je voyais les femmes qui se mettaient ensemble pour faire tourner de l'argent entre elles et elles faisaient des espèces de pactole que les hommes le faisaient pas. Les hommes, ils étaient plus dans la dépense du pactole qu'autre chose. À savoir que si on se retrouve dans une situation difficile, il faut se demander qu'est-ce qu'on... C'est pour ça que c'est très important la communication et surtout la compréhension de l'un et de l'autre. Oui, carrément. À savoir que c'est un truc qu'on doit s'appliquer d'abord à soi-même. C'est d'abord moi qui dois communiquer et essayer de comprendre. Et après, des fois l'autre veut vraiment pas. Si l'autre veut vraiment pas, alors la vie va nous séparer. Et c'est comme ça. Des fois, faut supporter que la vie nous sépare. Mais il y a de fortes chances que si on fasse ce travail-là, l'autre personne... vous savez, c'est comme danser juste. S'il y a une musique et qu'il y a tout le monde danse faux et que quelqu'un commence à danser juste, tout le monde va s'accorder à la personne qui danse juste. Naturellement, on va le faire parce qu'on va le ressentir. Il faut se poser la question, pourquoi on se met dans des situations difficiles? Est-ce que parce que parfois, surtout pour les hommes, l'autre sexe c'est notre trigger, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose qui nous touche, mais une femme peut nous toucher. L'environnement, on s'en fiche un peu, les amis, on rigole avec eux, le travail, c'est bon, on réussit. Qu'est-ce qui va nous faire nous changer? Ah, la femme. Si on a ce trigger là, si on a ce point qui nous appuie sur nous, ça veut dire que on va avoir tendance à se créer des difficultés avec la femme parce que c'est ça qui va nous faire nous dépasser et avancer. Et ça fait une évolution rapide, mais douloureuse d'avoir ce genre de trigger là. Si on a ce point là, euh, pouvoir sortir de la zone de confort, ça va présenter une certaine douleur et du sacrifice. Si j'ai un conseil à donner pour les hommes et les femmes quand on est ensemble, il faudrait, quand on se dispute, vous savez, des fois il y a des situations de dispute. Idéalement, la dispute ne devrait pas durer, c'est-à-dire qu'elle devrait faire place au silence tout de suite. Dès qu'on est déphasé, dès qu'on commence à se disputer, nous les hommes et les femmes, il faut qu'on arrête de parler, ça sert à rien. Il faut pas rentrer dedans, ça veut dire qu'on est déphasé. Parce qu'il y a une différence entre quelque chose de juste et avoir raison. Je sais pas, je vous donne un exemple. Madame attend monsieur et elle sait que monsieur, il aime bien sa tarte chaude à 35 degrés. Alors elle l'a fait cuire et elle a attendu un peu pour que quand il rentre à l'heure, pile poil, il ait sa tarte comme il aime bien. Mais monsieur, il arrive 2 heures en retard, elle l'appelle, il répond pas. Alors elle s'énerve, madame, et tout. Elle est super en colère contre lui parce qu'elle a fait des efforts pour lui et puis lui, il arrive en retard. Puis lui, il arrive en retard et puis il dit, mais chérie, j'avais pas mon chargeur. Mais elle lui gueule quand même dessus. Puis lui dit, ah, c'est bon, laisse-moi tranquille, j'ai pas mon chargeur, commence pas. Là, normalement, il faut arrêter de parler. C'est déphasé. Parce que les deux, ils ont raison. La femme, elle a raison, mais c'est pas juste. Et l'homme, il a raison aussi. Et c'est pas que c'est juste, mais c'est un peu plus juste. En fait, il a moins raison, c'est plus juste. La femme, elle a plus raison, c'est moins juste. Ça fait, là, il vaut mieux aller dormir. Le cerveau, pendant la nuit, il va se mettre à fonctionner et il va créer la solution. Enfin, il va créer la solution. Il va normaliser la situation, il va la comprendre et quand on va se réveiller, on va avoir une remise en question qui va être beaucoup plus facile que le soir quand on est dans la situation à chaud. Quand vous voyez que vous commencez à vous énerver, je vous le conseille. Hein. Dès que votre cœur commence à accélérer, que les mots ils commencent à être un peu méchants et tout, stop, c'est plus la peine de parler. Si l'autre personne continue à parler, même laissez-la parler ou aller ailleurs, ou il vaut mieux stopper complètement la communication parce que ça va rien amener de bon, ça va amener que de la bagarre et ça va amener des mauvaises choses, surtout si vous avez des enfants et tout, il faut éviter, ça peut pas amener quelque chose de bon. Des fois c'est nécessaire que quelqu'un pousse un coup de gueule, etc., c'est vrai, mais en général la dispute, c'est pas quelque chose de valable. Il vaut mieux laisser la nuit passer, se rephaser et rediscuter, surtout si vous êtes en couple depuis longtemps, ou si vous essayez si vous avez des enfants, si vous essayez de maintenir quelque chose, si vous voulez évoluer. Euh, Ça fait référence au point au-dessus, au deuxième point que j'avais dit sur lequel j'allais revenir après, qui est que la sortie de la zone de confort présente de la douleur. Donc si un gain signifie de l'effort signifie souffrance. Toujours. Enfin toujours. Au début en tout cas toujours. Dès qu'on commence une chose, il va y avoir des situations difficiles qu'il va falloir dépasser.
en premier. Et donc si c'est dépassé, ça veut dire que on va souffrir de ça. C'est pour ça qu'on dit que la souffrance, elle est quasiment tout le temps nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir se dépasser. Et que quand on est dans le couple, ça ne veut pas dire qu'on va pas souffrir. C'est qu'on choisit un type de souffrance. On choisit un type de souffrance qu'on va pouvoir dépasser, sur lequel on va pouvoir avancer. On va pouvoir assimiler la souffrance. Et, euh, et à force d'assimiler la souffrance, on va régler les problèmes avant qu'ils arrivent. Je sais pas, au début de l'humanité, on savait pas faire pousser des légumes et des fruits dans la terre. On galérait à les manger comme on pouvait les attraper et tout. Mais petit à petit, on s'est forcé, on a fait des efforts, on a mal mangé, etc. On s'est mis, ouais, et puis on a mis en place l'agriculture. Et puis pareil, je sais pas, quand je prends un exemple encore plus bête, mais si vous prenez des pâtes crues et que vous les croquez, bah voilà, c'est une souffrance de croquer des pâtes crues. Mais dès que vous avez compris un petit peu ce que c'est, faire chauffer de l'eau, les mettre dedans et les manger, ça devient facile. La souffrance, c'est un truc qu'on dépasse assez facilement. Dès qu'on arrive à comprendre, dès qu'on arrive à rentrer et à la dépasser, les souffrances, il y a des souffrances qui se profilent derrière, mais le système, dès qu'on comprend que c'est un système comme ça, on peut sortir de la souffrance en permanence. Mais rentrer dans une nouvelle situation, sortir de la zone de confort, il y a toujours une dose de souffrance au début. Oh là là, je suis presque à la fin, il me reste encore quelques pages à vous parler. Hein. Hmm. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, j'ai encore quelques trucs à vous dire. Euh, Est-ce que déjà vous avez des questions sur ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant? Dites-les maintenant parce que j'ai moins de 10 minutes avant que Insta me coupe le live. Euh, Pendant que vous réfléchissez à vos questions, je vais vous dire quand même les choses que je pense importantes. Donc, s'exposer à la douleur psychologique, ça indique qu'on va chercher à la dépasser. Il faut faire attention de ne pas faire le martyr, d'accord? Parce que faire le martyr, c'est pas intelligent. Se vanter de vivre une souffrance, c'est comme se vanter d'être stupide. Donc ça sert à rien de se vanter d'être stupide. On n'est pas, enfin c'est pas un bon jeu. Euh, la souffrance, elle se révèle, mais on doit s'en éloigner. C'est un processus sain que la souffrance se révèle et qu'on s'éloigne de la souffrance. Accepter et dépasser. Se vautrer dedans et s'en vanter, c'est un signe de maladie mentale. On peut pas se vanter de souffrir. C'est un, ouais, faut faire un deuxième live, mais je peux pas le faire maintenant. Faut que je fasse des tranches d'une heure. Ça va être décalé après. Euh, donc il faut accepter parfois de prendre conscience qu'on est stupide pour devenir plus intelligent. Donc des fois on est comme ça, là on voit, puis on se dit ah, mais non, je fais un peu trop le martyr. Il faut que je puisse sortir de cette sensation de martyr pour pouvoir justement me dépasser, devenir plus intelligent et pas aimer être stupide. Parce qu'aimer être stupide, ben, c'est un peu maso. Donc rappelez-vous, donc l'homme et femme, on a donc ces situations qui se révèlent entre nous et qui peuvent nous déphaser les uns avec l'autre et se disputer à chaud, c'est jamais une bonne chose. Il faut pouvoir se distancer et prendre un peu de silence sur soi-même et se reconnaître notre propre stupidité souvent, parce que si on commence à crier, ben en fait voilà, c'est nous qui sommes là où on met nos mains à nos pieds, voilà, c'est nous qui sommes responsables de ce qu'on fait avec nos mains et nos pieds. Bah, je peux pas enchaîner parce que j'ai un truc à faire après. Parce que j'ai pris 1 heure. Après, je dois appeler quelqu'un. Enfin, je veux pas raconter ma vie, mais je dois faire. Enfin, à chaque fois, j'ai pris 1 heure pour ça. C'est pour ça que je vais passer sur YouTube. Je vais faire des vidéos qui sont plus longues. Et je pense que si on me demande, je ferai des lives extraordinaires, entre guillemets, où vous pourrez venir parler. Ça sera, enfin, il n'y aura pas de, de limite. Le dernier sujet que j'aurais aimé traiter, c'est pourquoi l'humain veut toujours plus. Mais j'ai que 5 minutes pour le traiter, ça fait que je vais pas le traiter maintenant. Pardon à la personne qui me l'a demandé, j'avais préparé bah, quelques réflexions là-dessus, quelques pensées là-dessus, à savoir que ça résume un petit peu tout notre sujet d'avant, euh, parce que j'en ai parlé pendant qu'on était là, pourquoi on veut toujours plus, que le plaisir annule le désir et tout ça. Mais, euh, mais comme j'ai bientôt fini, en fait, vous avez pas de questions, c'est bizarre. Tout est limpide et clair comme ça. C'est cool, franchement, c'est très bien. Il n'y a pas de zone d'ombre et tout est clair alors. J'attends un petit peu, je sais qu'il y a un décalage entre le moment où je parle et le moment où vous écrivez, le moment où vous m'entendez. Donc je vais résumer. Donc la nature de l'humain, c'est notre programme, c'est le désir de recevoir, c'est l'égoïsme. Donc notre attention basique, c'est la survie, en dehors de la spiritualité. Le désir, il est insatiable s'il est en dehors du don.
Donc ah ouais, les questions viennent après. Ok, bah faut pas hésiter à venir me les poser. Donc on peut être euh, insatiable si on fait que recevoir et tout, on va toujours mourir et recommencer. De mon côté, je suis frustré de ne pas poser de questions. Ah, des fois, c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé. Il faut d'abord assimiler l'information, se dire ah ouais, tout ça c'est vrai, et puis ça tourne dans notre tête pendant la nuit, et puis après on revient. Mais revenez-y, à chaque fois que je viens dans le groupe, je dis posez vos questions, ah ça apparaît, et vous avez quelques questions. Venez de vous-même, ou venez même en privé avec moi et tout, vous me les posez, et moi je vais continuer. Je pense que sur Instagram, je vais faire des petites vidéos, d'ailleurs si vous avez des questions, moi je veux bien plusieurs questions, parce que je vais faire des petites vidéos d'une minute, où je vais essayer, enfin une minute, 2 minutes, 3 minutes, où je vais essayer de prendre une question et d'y répondre. Parce que pas dans un live d'1 heure, parce qu'il y a plein de gens, ils n'arrivent pas à suivre 1 heure en entier. Donc pour finir, voilà. Donc pour finir, je voulais vous parler. Donc je rappelle encore l'importance du don. Euh, donc la force qui donne. Il y a quelque chose autour de nous qui nous donne la vie. D'accord. On peut l'appeler Dieu ou la nature ou comme on veut. Mais c'est cette force-là qui est le sens de la vie. C'est ça qui nous a fait vivre. C'est comme ça qu'on vit. C'est ça vivre. J'ai vu une vidéo qui a suscité. La première partie était dense. J'ai réécouté tranquillement pour assimiler. J'ai vu une vidéo qui suscite beaucoup de questions et réactions. Je sais pas de quoi tu parles. Donc la force de don, c'est ce qu'on doit réveiller à l'intérieur de nous. Le cœur, quand il est égoïste, il est brisé par rapport à cette force parce qu'il ne peut pas la transmettre. Transmettre la force de don, c'est ça qui est vraiment important à arriver comme objectif. Et si on a ça comme objectif, ça crée l'union, ça crée l'amour, ça crée tout l'équilibre qui fait qu'on puisse accepter les autres, qu'on peut arriver à rencontrer l'autre à l'intérieur de nous et vraiment, enfin pour les religieux, je parle pour les religieux, c'est ça qu'on appelle le créateur, c'est ça qu'on appelle Dieu, cette sensation que l'âme, elle rencontre quelque chose à l'intérieur de nous, qu'elle rencontre une réalité. C'est cette force du don qui se travaille avec l'environnement, avec les amis. La force, elle se donne en équilibre. Si la condition de don, elle n'est pas présente, il n'y a aucune prière qui va marcher. Si on demande quelque chose à la vie et qu'on n'est pas prêt à donner, qu'on n'est pas prêt à partager, la prière ne marche pas, la demande ne marche pas. Pour qu'on puisse demander, il faut qu'on puisse avoir un raccord avec cette possibilité de donner, cette capacité de donner, cette envie de donner. Et si on a cette envie, alors là, toutes les réponses, elles viennent d'elles-mêmes. Et tout ce que je dis, ça paraît encore plus clair, encore plus limpide, encore plus faisable. Mais il faut penser à ça. Notre intention de départ, elle n'est pas spécialement bonne. Parce qu'on est là pour survivre. En fait, on est né, on n'a pas choisi de naître. Et on se réveille comme ça dans un corps qui, lui, il va mourir. Donc il y a une espèce de panique du corps. Mais nous, à l'intérieur de ce corps-là, on a un esprit. Et cet esprit-là, il est relié avec cette force du don à l'intérieur. Et c'est ça qu'on manifeste. On spiritualise notre matière en rentrant dans le don, en rentrant dans l'amour, en rentrant dans le fait d'être connecté aux autres, en rentrant dans l'amitié. Le fait de pouvoir avoir des amis, c'est sacré. L'amitié pour l'amitié en elle-même, pas l'amitié pour des intérêts personnels. L'amitié pour l'amitié en elle-même, c'est quelque chose de sacré qui nous amène, nous, l'être humain, à quelque chose de meilleur que ce qu'on est. Ça nous donne une compréhension, ça nous donne la paix avec les autres, ça donne quelque chose qui est une nouvelle humanité à laquelle je pense on va arriver parce qu'on va avoir fait le tour de tous les égos tous les systèmes égoïstes qui existent jusqu'à maintenant. Et là, comme je vous disais, on a une période de chaos qui est, je pense, vraiment charnière parce qu'on arrive à un égo général, global sur toute la planète, toute l'humanité. On peut voir que c'est assez tendu d'ailleurs la situation. Hein. Je pense que là, j'apprends rien à personne. Et le don, ouais, le don est central pour tout. C'est ça qu'il y a autour de nous. C'est ça qui est autour de nous et qui peut rentrer en nous et peut nous changer. C'est cette force que je vous dis. Quand le désir change, on ouvre notre canal, on change de désir. Et quand on désire donner, on voit qu'il y a une force infinie qui existe. Infinie, c'est-à-dire c'est plus un truc dans lequel on utilise pour se suicider soi-même. Bon, il me reste 10 secondes. Je vous souhaite une bonne soirée les amis.